évacuation de Donald Trump. Vous avez vu ces images qui ont tourné en boucle tout le week-end, indemne, fort heureusement, après ces tirs à Washington. Pour m'accompagner, toujours avec moi, Jim Cohen, membre des démocrates au vote. Vous êtes resté avec nous. Merci beaucoup. À vos côtés, François, vous donnez notre expert des questions internationales. Et puis face à vous, Stephen Ekovitch, professeur émérite d'histoire de politique américaine à l'Université américaine de Paris. Et à vos côtés, Sean School, j'espère que je prononce bien. Vous êtes géopolitologue, spécialiste des États-Unis au think tank Le Millénaire et auteur du livre Le populisme, symptôme d'une crise de la démocratie aux éditions L'Harmattan. Première question qui vous concerne justement, Sean, cet événement peut-il être, selon vous, récupéré politiquement dans une logique populiste, comme vous l'analysez d'ailleurs dans vos travaux? Oui, c'est tout à fait possible. Et si on se met sous la perspective de Donald Trump, lui, il est face à une Amérique polarisée, non seulement entre démocrates et républicains, mais également au sein de sa propre base, MAGA, qui est polarisée, et également au sein de l'opinion publique américaine. Seuls 39% des Américains, selon le New York Times, approuvent la présidence de Donald Trump. Donc lui, ce qu'il va espérer récupérer avec cet événement, qui, il faut le dire, est tragique, c'est une tentative d'assassinat, c'est une forme de rally around the flag ou de rassemblement autour du drapeau, autour de sa personne, pour espérer regagner en capital politique vis-à-vis des élections de mi-mandat qui arrivent très vite, en novembre prochain. Stephen Ekovitch, vous partagez cette analyse. Il peut y avoir cet effet drapeau autour de Donald Trump, autour de cet événement ici. Dans sa voiture, les enquêteurs retrouvent une liste avec les noms d'une dizaine d'autres élus démocrates. Plus tôt déjà, en 2022, le mari de Nancy Pelosi est violemment agressé chez lui à coups de marteau par un homme qui voulait s'en prendre à l'ancienne présidente de la Chambre des représentants. Depuis 2021, plus de 300 faits de violence politique ont été recensés. Sean School, est-ce que ces divisions idéologiques actuelles favorisent d'une certaine manière le passage à l'acte d'individus isolés? C'est une bonne question et je pense que la présidence Trump est révélatrice de ces tensions parce qu'il faut le dire quand même, il y a une concentration de violence autour de la personne de Trump. En 21 mois, on en recense 4 tentatives d'atteinte à sa personne, entre l'assassinat, la tentative à Butler, l'incursion à Mar-a-Lago en Floride et de son lieu de golf. Oui, exactement, c'est sa résidence à Mar-a-Lago et également là à Washington récemment. Donc ça, je vois 2 facteurs qui expliquent cela. Le premier facteur, c'est, et vous l'avez rappelé, c'est cette violence inhérente, mais aussi la façon qu'a Trump de faire de la politique, qui est une hyper-personnalisation de la politique et également une hyper-médiatisation. Donc il est constamment au centre de l'attention, ce qui, in fine, fait de lui une cible. On voit ça comme on pourrait voir ça comme une forme de retour de bâton malheureux. Et également, il faut également le souligner, c'est important, il y a également une forme d'anti-Trumpisme d'atmosphère aux États-Unis voilà, j'ai regardé. Il y a une substance derrière. Il y a qui illustre cette polarisation. Je regardais la presse américaine de droite au lendemain de cette tentative d'assassinat. Il y a eu des manifestations avec des personnalités avec des pancartes disant mort aux tyrans. Donc c'est des 2 côtés cette violence. La tyrannie, c'est d'un seul côté. Est-ce qu'on peut comparer ce climat avec d'autres périodes de tension? On parlait tout à l'heure des années 60 ou après les attentats du 11 septembre 2001. Est-ce qu'on est dans une période particulière avec cette présidence? D'analyse pour analyser les faits politiques. Donc, en fait, dans l'ensemble, c'était aussi le dévouement de mes collègues de donner des outils d'analyse et de ne pas préconiser une idéologie ou un autre. Sean School, on parle de politique, de violence verbale, violence physique. Là aussi, c'est les 2 faces d'une même pièce? Est-ce que la violence verbale, parfois très forte de Donald Trump, je repose ma question à la fois sur les réseaux sociaux, sur la manière dont il parle de ses opposants, est-ce que ce n'est pas cela qui finalement engendre aussi une radicalité, une violence? Bah oui, vous avez là un cocktail explosif entre une rhétorique qui est agressive, comme j'expliquais tout à l'heure, un président qui est surmédiatisé, qui communique sur les réseaux sociaux, parfois insulte ses opposants, et constamment dans une forme d'invective. Bien sûr que ça nourrit une forme de
de polarisation. Et pour moi, vous regardez le profil de l'assaillant Cole Allen illustre très bien cette polarisation. C'est quelqu'un qui a grandi en Californie, qui était de Los Angeles, qui s'est armé et qui a pris le train jusqu'à Washington. Donc ça illustre bien que voilà, c'est les deux faces d'une même pièce. Et surtout, qu'est-ce que l'État de Californie? L'État de Californie, c'est entre guillemets l'État socialiste aux États-Unis. Donc c'est l'État qui est opposé, c'est l'antithèse du Trumpisme MAGA ou du projet politique conservateur MAGA. Donc on voit bien que c'est les deux faces d'une même pièce. Est-ce que Jim Cohen, justement, puisque le tireur présumé va être présenté, on le disait aujourd'hui, à la justice américaine, il est... États-Unis, Donald Trump l'a déjà mis en question et depuis un certain temps. Ça ne fait qu'ajouter une couche sur l'image des États-Unis, cette image défavorable des États-Unis. Donc voilà. Sean Scull, vous avez écrit ce livre, Le populisme, symptôme d'une crise de la démocratie. Est-ce que ce n'est pas aussi ce populisme qui est gangréné, alimenté par les réseaux sociaux, par cette capacité d'avoir des images, et on le voit d'ailleurs depuis ce matin et depuis qu'il y a eu cette tentative, ces images qui inondent les réseaux sociaux et qui permettent finalement de vivre cette violence à l'instant T? Oui, on le voit, et c'est ce qu'on peut surnommer l'infobésité par les réseaux sociaux. C'est qu'à force d'avoir une rhétorique agressive sur les réseaux sociaux, ça crée un climat de violence au sein du système politique également. Et en l'occurrence, celui-ci, c'est l'américain. Et Donald Trump, le premier, on a vu la tollée que ça avait suscité autour de Pâques, quand il avait utilisé un gros mot en mentionnant l'Iran, la journée de Pâques, où il avait publié une image de lui représenté comme Jésus sur les réseaux sociaux. Ça avait même créé une tollée au sein de sa propre base. Donc bien évidemment que les réseaux sociaux ont cette capacité de fragmenter, de polariser, oui. En tout cas, cette violence, on le voit bien, ne concerne pas seulement ce président, elle existe depuis des années. Le président des États-Unis échappe à 2 tentatives d'assassinat la même année en Californie. Voilà, on voit bien que ça ne date pas d'hier, malheureusement, ces incidents et ces tentatives d'attentat. Ce qui est quand même assez intéressant dans le sujet qu'on vient de voir, c'est que ce n'est pas le premier président qui a été visé par une tentative d'attentat à cet hôtel Hilton, ce qui pose quand même des questions de sécurité quand même hallucinantes sur finalement cet homme qui est venu armé, on l'a dit tout à l'heure, donc qui a pris le train, qui est venu traverser tous les États-Unis, qui a pris une chambre d'hôtel. Il avait donc ses armes dedans, mais on peut se poser la question, il aurait pu très bien avoir une bombe ou plusieurs bombes qui auraient pu détruire cet hôtel. Je vois pas comment dans les jours ou les semaines qui viennent, il n'y ait pas certaines personnes qui s'occupent de la sécurité, vous parliez tout à l'heure du FBI, qui ne soient pas inquiétées finalement des répercussions. Oui, ça pose tout à fait question, et comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui s'est déplacé de Los Angeles jusqu'à Washington avec des armes par train, et en plus qui a pris une chambre d'hôtel à l'hôtel où il voulait commettre ses méfaits, cette tentative d'assassinat. Donc ça pose question, surtout que le Secret Service avait, après l'attentat de Butler en Pennsylvanie en juillet 2024, annoncé prendre acte et prendre des mesures pour se réorganiser. Et on voit bien que là, il y avait une faille. Il faut le rappeler, non pas dans le dispositif, là où ils ont réussi à protéger le président, mais je veux dire autour de sa personne, mais il y a bien une faille sur le dispositif dans son ampleur, où il y a une personne qui est dans l'hôtel avec des armes. En tout cas, ça a permis au président donc de justifier qu'il vivait dans un monde de fous, qu'il connaît la vie, qu'il n'est pas inquiet.